Elle ne reviendrait jamais. Non pas parce que les négociations avaient échoué, mais parce qu'il n'y avait jamais eu de ravisseur qui attendait Nancy Guthrie vivante. Il n'y a jamais eu de négociation à mener. Il n'y a jamais eu de transaction à conclure. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Ce qui s'est réellement passé, c'est quelque chose que 6 semaines d'enquête fédérale, 400 enquêteurs mobilisés, 55 zéro signalement et tous les reportages que vous avez vus sur cette affaire ont esquivé sans jamais l'aborder de front. Et ça suffit. Voici ce que disent réellement les preuves. Ce n'est pas ce que disaient les gros titres, ni ce qu'affirmaient les demandes de rançon, ni ce que le scénario de l'enlèvement imposait à tous, ni ce que confirment les preuves matérielles, le sang, l'ADN, la médecine légale, l'analyse comportementale de 2 des experts les plus qualifiés des forces de l'ordre qui ont publiquement examiné cette affaire. Ce que tout cela révèle, quand on cesse de forcer les choses à entrer dans un récit, c'est que cela n'a jamais été conçu pour s'y intégrer. Nancy Guthrie n'a pas été kidnappée. Il lui est arrivé quelque chose sur le perron de sa maison pendant 41 minutes d'obscurité. Quelque chose de violent. Quelque chose qui s'est terminé avant même que les demandes de rançon ne soient rédigées. Quelque chose que quelqu'un a passé les 6 semaines suivantes à tenter de dissimuler au monde entier en le pointant vers un portefeuille Bitcoin et une date butoir qui est passée sans qu'un seul dollar ne soit versé et sans qu'aucune preuve de vie ne soit jamais fournie. Car la preuve de vie exige une personne vivante. Et les preuves nous révèlent depuis le 1 février ce que le scénario de l'enlèvement empêchait quiconque de dire ouvertement. Je le dis maintenant. On vous a piégé. Chaque reportage, chaque panel d'experts, chaque discussion sur les réseaux sociaux concernant cette affaire repose sur une seule et même hypothèse. Quelqu'un a enlevé Nancy Guthrie vivante et attend une rançon. C'est ce contexte qui rend les preuves incohérentes. Dans ce contexte, les lettres de rançon devraient comporter une adresse de retour. Dans ce contexte, une preuve de vie aurait dû arriver dans les 48 heures. Dans ce contexte, le sang sur le perron est un détail gênant qui s'intègre à une histoire plus vaste d'enlèvement toujours en cours. Et si les faits étaient erronés? Et si l'enlèvement n'était pas la véritable histoire? Et si l'enlèvement n'était qu'un prétexte? Et si 6 semaines d'enquête fédérale, 55 zéro signalements, 400 enquêteurs et une récompense d'1 million de dollars n'avaient servi qu'à poursuivre un récit construit après coup par quelqu'un qui avait besoin que les forces de l'ordre se concentrent sur la prise d'otages vivantes plutôt que sur les événements passés, ce n'est pas une théorie que j'ai inventée derrière un micro. C'est la conclusion analytique précise de 2 des experts les plus compétents des forces de l'ordre qui ont examiné publiquement cette affaire. Et lorsque vous entendrez leurs propos exacts, et non la version qui a fait la une, mais la version complète, vous comprendrez pourquoi la thèse de l'enlèvement est loin d'être infondée. Elle n'a pas de limite face aux experts, aux théories, à toute conclusion, aux preuves. Nancy Guthrie, 84 ans, mère de Savannah Guthrie, co-présentatrice du Today Show sur NBC, vivait seule dans une propriété isolée au pied des monts Catalina près de Tucson, en Arizona. D'une vivacité d'esprit remarquable, selon les mots du shérif Chris Nanos, elle souffrait d'une mobilité réduite et prenait quotidiennement des médicaments pour le cœur. Un stimulateur cardiaque transmettait son rythme cardiaque sans fil à son équipe médicale. Le soir du 31 janvier, sa famille l'a raccompagné après le dîner. La porte du garage s'est refermée à 21h50. Le quartier est devenu silencieux. À 1h47 du matin, sa sonnette vidéo s'est déconnectée. Ni un dysfonctionnement, ni une panne de courant. L'appareil a été retiré de son support par une personne masquée qui a recouvert l'objectif de végétation avant de le déconnecter. Quelqu'un qui savait que la caméra était là. Quelqu'un qui avait pensé à cette caméra avant d'arriver. Quelqu'un pour qui la neutraliser n'était pas une décision spontanée, mais une étape planifiée d'une séquence répétée. 41 minutes plus tard,
À 2h28 du matin, l'application Pacemaker de Nancy Guthrie a perdu sa connexion Bluetooth avec son téléphone. 41 minutes. C'est la durée totale de ce crime, du premier élément médico-légal au dernier. Et durant ces 41 minutes sur le perron d'une maison où cette femme avait vécu pendant 5 décennies, les enquêteurs ont découvert du sang. Non pas à l'intérieur de la maison, mais sur le porche. L'ADN a confirmé qu'il provenait de New York. Le docteur Michael Bowden, médecin légiste, a examiné des photographies de ces gouttes et en a décrit précisément la forme. Un petit centre pâle, ce que les médecins légistes appellent une forme de beignet, caractéristique des gouttes provenant du nez ou de la bouche, car le sang de ces zones se mélange à l'air lors de sa chute, créant ainsi un creux central distinctif. Sa conclusion était sans équivoque. Elle était absolue. Ces gouttes de sang sont parfaitement cohérentes et indiquent qu'elles se sont produites lors d'un enlèvement. Quelque chose de violent s'est produit contre Nancy Guthrie sur ce porche. Quelque chose de rapide, d'assez violent pour provoquer un saignement du visage ou du nez, et cela s'est produit en l'espace de 41 minutes. Gardez bien en mémoire le sang versé sur ce porche, car toutes les questions soulevées par cette affaire y ramènent. Permettez-moi de vous poser une question directe. Si vous aviez enlevé quelqu'un, si vous le déteniez vivant quelque part, si vous vouliez 6 millions de dollars en Bitcoin et que la possession d'un être humain était votre moyen de pression pour les obtenir, qui contacteriez-vous? La réponse ne nécessite ni enquête, ni expertise médico-légale, ni témoignage d'experts. Vous auriez contacté la famille discrètement, en privé, vous auriez établi un canal de communication, un numéro de téléphone, une adresse e-mail, un mécanisme permettant à l'argent de circuler dans un sens et à une personne de faire le lien. Rien de compliqué. C'est la seule structure logique d'une transaction qui requiert deux parties. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé ici. La première demande de rançon est parvenue à TMZ et à 2 chaînes de télévision de Tucson, plateforme publique et chaîne de diffusion, là où un message se transforme en article avant même d'entamer des négociations. La demande exigeait 6 millions de dollars en Bitcoin, fixait un ultimatum, contenait des détails précis sur l'Apple Watch de New York et de son domicile et ne comportait aucune adresse de retour, aucun numéro de téléphone, aucune adresse e-mail, aucun moyen de communication pour la famille. Une lettre de rançon sans adresse de retour n'est pas une lettre de rançon. Relisez bien. Une lettre de rançon sans adresse de retour n'est pas une lettre de rançon. C'est une mise en scène. C'est quelqu'un qui a suffisamment regardé de reportages sur des affaires criminelles pour savoir à quoi ressemble un enlèvement et qui en a écrit le scénario sans comprendre qu'il faut une suite. Le deuxième acte est la négociation. Et la négociation nécessite un canal de communication. Or, cette note n'en avait aucun car son auteur ne se préparait pas à une négociation, il se préparait à une disparition. Réfléchissez à l'impact réel de ces messages. Ils n'ont pas permis à la famille de retrouver Nancy. Ils ont créé une histoire que le public a pu exploiter. Ils ont mobilisé tous les moyens d'enquête américains vers une otage vivante et un portefeuille Bitcoin. Ils ont transformé ce qui s'était déjà produit sur le perron en une affaire qui semblait toujours en cours. John Miller, analyste principal des forces de l'ordre pour CNN, ne les a pas qualifiés de demandes de rançon dans son analyse. Il les a décrits comme une communication à sens unique. Une conversation à sens unique n'est pas une négociation, c'est une affirmation. Et les affirmations sont écrites par des gens qui n'ont plus rien à négocier. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Tracy Walder. Elle n'est pas commentatrice. Elle n'anime pas de podcast pour meubler les pauses publicitaires. Elle a passé des années comme agent spécial du FBI dans la lutte antiterroriste. Après cela, elle a intégré la CIA et a poursuivi son travail à un niveau dont la plupart des Américains n'auront jamais connaissance publiquement. Sa carrière s'est construite autour d'une discipline bien précise.
Comprendre comment les individus violents planifient et exécutent des crimes visant à terroriser, contraindre et contrôler. Lorsque cette affaire a éclaté, elle s'est entretenue avec News Nation et a fait une déclaration que la presse traditionnelle n'a pas relayée comme elle l'aurait dû. Elle a affirmé ne pas croire à la thèse du cambriolage qui a mal tourné. Or, pourquoi est-ce important? Parce qu'à la mi-février, un reportage d'une chaîne de télévision locale de l'Arizona, citant une source interne, indiquait que les enquêteurs avaient désormais opté pour cette hypothèse. Un cambriolage qui aurait dégénéré par accident. Le bureau du shérif du comté de Puma a réagi immédiatement. Leur communiqué était précis. Le bureau du shérif n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'un cambriolage qui a mal tourné. Tout rapport contraire est inexact. Le FBI a immédiatement confirmé cette version. Le raisonnement de Tracy Walder était pragmatique. Les cambrioleurs n'emmènent pas leurs victimes avec eux. Lors d'un cambriolage, l'objectif est simple. Entrer, voler des objets de valeur et repartir. Emporter une personne, surtout une femme de 84 ans à mobilité réduite et porteuse d'un stimulateur cardiaque, change tout. Cela ralentit le processus, provoque du bruit et transforme un simple vol en enlèvement, un crime passible de la réclusion à perpétuité. Aucun criminel expérimenté ne fait ce choix par hasard. Puis elle a dit autre chose, quelque chose qui change complètement la perspective des motivations dans cette affaire. Elle a dit croire que ce crime était dû à un acte de Savannah Guthrie ou au sentiment que quelqu'un éprouvait à son égard. Obsession ou vengeance. Deux profils de menaces différents, une seule conclusion. C'était une affaire personnelle qui ne concernait pas Nancy, mais la personne à laquelle elle était liée. Et le message le plus dévastateur qu'on puisse adresser à une personnalité publique difficilement joignable n'est pas de s'en prendre à elle-même, mais à la personne qu'elle aime le plus. Celle dont on connaît l'adresse, dont on observe les habitudes, dont la maison se situe dans un quartier tranquille, sans service de sécurité, sans pièces sécurisées, ni personnel de maison. Nancy Guthrie n'était pas une cible choisie au hasard, elle était le symbole d'un message précis, adressé à une personne bien précise, à travers un crime préparé pendant 30 jours avant d'être exécuté en 41 minutes dans l'obscurité. John Miller est l'analyste principal de CNN pour les questions de police et de renseignement. Auparavant, il était commissaire adjoint du NYPD, chargé du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Auparavant, directeur adjoint du FBI, évente cela au responsable du renseignement national américain, lauréat de 2 prix Peabody et de 11 prix Emmy. Il a publié une analyse détaillée de cette affaire 1 mois après les faits. Et dans cette analyse, il a utilisé un mot que je souhaite examiner attentivement, car ce mot est la clé qui permet de comprendre toutes les questions soulevées par cette affaire. Voici ses propos exacts. Il est toujours possible qu'il s'agisse d'un cambriolage planifié qui a mal tourné et a été transformé en enlèvement contre rançon, les opportunités du suspect ayant évolué. Transformé et non poursuivi, aggravé ou modifié. Autrement dit, le crime finalement révélé au public n'était pas celui qui avait été planifié. Cela signifie que quelqu'un a analysé les événements précédents, le sang sur le poche, le laps de temps de 41 minutes et les conclusions de l'individu masqué lorsque le plan s'est heurté à la réalité, et a pris une décision. Il ne s'agissait pas de savoir quoi faire de Nancy, ni quelle histoire raconter à son sujet. Les demandes de rançon n'ont pas été écrites par celui qui la détenait. Ces récits ont été écrits par quelqu'un qui avait besoin que tout le monde y croie. Réfléchissez à la logique opérationnelle d'une telle chose. Si le plan a échoué sur le perron, si le crime a été commis de manière à rester invisible, la contre-mesure la plus efficace est un récit d'enlèvement. Car un récit d'enlèvement ne se contente pas d'induire les enquêteurs en erreur, il perturbe tout le système d'information du public. Chaque reportage, chaque information, chaque piste d'enquête
Tout semblait indiquer la présence d'un otage vivant qui n'existait pas. Alors que les preuves concrètes des faits étaient là, sous nos yeux, attendant qu'on les examine sous un autre angle, Miller l'a dit sans détour. Le dénominateur commun, c'est le sang devant la porte. Le sang nous révèle la nature du crime initial. La situation a rapidement dégénéré. Ce sang n'est pas un détail, ni un simple bruit de fond. Le sang sur ce porche témoigne que le plan n'a pas résisté à la réalité. Quelque chose a mal tourné dès l'entrée, avant même que le plan mûri pendant 30 jours ne puisse se dérouler comme prévu. Et suite à cela, tout n'était que pure construction. Voici la question à laquelle la thèse de l'enlèvement n'a jamais pu répondre. Pendant 6 semaines d'appels publics, à travers chaque vidéo publiée par Savannah Guthrie, chaque apparition médiatique, chaque annonce de récompense et chaque message direct adressé au ravisseur de sa mère, personne n'a jamais apporté la preuve que Nancy Guthrie était vivante. Pas une photo, pas un enregistrement vocal, pas un seul mot écrit de sa main. Dans les cas d'enlèvement avec demande de rançon avérée, la preuve de vie arrive en quelques heures. Non pas par compassion, mais parce que c'est leur seul moyen de pression. Sans elle, pas de transaction. Sans elle, la famille n'a aucune raison de payer. Sans cela, toute la structure de la demande s'effondre car elle repose sur l'hypothèse que la personne recherchée est vivante et peut être retrouvée. Or, l'auteur de ces messages n'a jamais fourni cette preuve. On observe de multiples échanges étalés sur 6 semaines au sein d'une famille implorant devant une caméra le moindre signe de vie de leur mère. Le FBI l'a officiellement confirmé. À la mi-février, il n'avait une connaissance d'aucune communication entre la famille Guthrie et un quelconque ravisseur. Aucune communication, aucune preuve de vie, aucune transaction, car une transaction requiert 2 parties, et l'une d'elles était indisponible. Savannah Guthrie s'est tenue devant une caméra et a prononcé les mots d'une fille informée, et non ceux d'une fille agissant par pur espoir. Elle a dit « Nous savons aussi qu'elle est peut-être perdue. Elle est peut-être déjà partie. Peut-être déjà partie. » Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un à qui l'on a assuré que sa mère est bel et bien vivante et que des négociations sont en cours. Ce sont les paroles de quelqu'un que les enquêteurs ont préparé à l'éventualité précise que la preuve de vie n'ait jamais été apportée car il était tout simplement impossible de la prouver. Voici ce que les preuves matérielles ont confirmé, indépendamment de toute théorie. 2 profils ADN distincts ont été obtenus dans le cadre de cette affaire. L'un provient d'un gant trouvé à 3 km du domicile de New York, visuellement compatible avec les gants portés par le suspect sur les images de la sonnette vidéo. L'autre provient de matériel biologique prélevé à l'intérieur même de la résidence. Le shérif du comté de Puma l'a confirmé formellement. 2 profils, 2 personnes différentes ne correspondant à aucun membre de la famille Guthrie, ni à aucune donnée figurant dans CUDIS, la base de données nationale du FBI recensant les délinquants condamnés. 2 personnes. Un crime qui a nécessité 2 personnes n'est pas un acte impulsif. Ce n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Il ne s'agit pas d'un inconnu profitant d'une opportunité. La coordination entre 2 personnes est indispensable. La confiance est essentielle. Un plan précisant les rôles de chacun est nécessaire avant même que l'un ou l'autre ne pénètre sur les lieux. Le FBI a décrit l'individu masqué comme un homme mesurant entre 1,75 m et 1,78 m de corpulence moyenne, avec une barbe foncée. Un possible tatouage au poignet a été repéré par l'ancien profileur du FBI, Jim Clement, à travers l'espace entre le gant et la manche. Sa déclaration était précise. Si elle est confirmée par une analyse médico-légale, cette simple marque physique pourrait permettre aux enquêteurs d'inclure ou d'exclure définitivement des individus de la liste des suspects.
Un ancien profileur du FBI ne fait pas une telle déclaration devant une caméra sans savoir que les enquêteurs comparent déjà ce détail avec les données relatives aux individus qu'ils ont identifiés. Le recoupement des données est en cours depuis 4 semaines et des tests ADN généalogiques utilisant la même méthodologie qui a permis d'identifier le Golden State Killer 4 décennies plus tard sont effectués simultanément sur les 2 profils. 2 arbres généalogiques sont construits branche par branche à partir de correspondances partielles dans des bases de données généalogiques commerciales. Ces bases de données contiennent les contributions volontaires de millions d'Américains qui ont téléchargé leur ADN sans savoir à quoi ils seraient finalement rattachés. La probabilité que les 2 contributeurs aient tenu tous les membres de leur famille éloignés à l'écart de toutes les bases de données accessibles est quasi nulle. La science n'attend pas d'autorisation. Elle suit son cours et se moque du contenu des demandes de rançon. En résumé, les preuves ne confirment pas la thèse de l'enlèvement en cours. Cela confirme un crime consommé avant même la rédaction des demandes de rançon. Un crime qui a mal tourné dès le départ, sur le perron d'une maison, à 2 heures du matin. Un crime qui a laissé des traces de sang dont la répartition, selon un médecin légiste, est parfaitement compatible avec une lutte physique. Un crime perpétré par 2 individus dont l'ADN figure désormais dans un fichier de preuves fédéral, en cours d'analyse dans des bases de données généalogiques qui finiront par révéler un nom, quelle que soit la version des faits qui sera élaborée par la suite. Tracy Walder a déclaré que le crime était trop ciblé pour être aléatoire. Il était personnel et lié à l'univers de Savannah Guthrie. Quelqu'un avait une raison valable de consacrer Trent jour à sa préparation. John Miller a suggéré que le plan avait été remanié. Le crime a changé de forme après l'échec du plan initial. Les demandes de rançon n'étaient pas le point de départ de l'histoire. Il s'agissait d'une tentative de réécrire une histoire qui s'était déjà mal terminée. Je ne vous dis pas que Nancy Guthrie est morte. Cette conclusion n'a pas été officiellement confirmée. Sa famille continue d'affirmer qu'elle est vivante. L'enquête est en cours. La ligne téléphonique dédiée aux informations est ouverte. Ce que je vous dis, c'est que les preuves ne corroborent pas ce qu'on vous a dit. Cela n'a jamais corroboré ce qu'on vous a dit. Et les 2 experts les plus reconnus des forces de l'ordre ayant analysé publiquement cette affaire sont parvenus, avec une grande précision, à la même conclusion sous 2 angles différents. L'enlèvement n'est pas la véritable cause de l'affaire. L'enlèvement n'est qu'un prétexte. Et l'affaire, la vraie, c'est ce qui s'est passé en 41 minutes sur le perron d'une maison, où le sang de Nancy Guthrie a coulé en gouttes semblables à celles que les médecins légistes observent lorsqu'une personne saigne du visage lors d'une altercation. Quelque chose s'est produit là. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Quelque chose que quelqu'un a passé 6 semaines à tenter de dissimuler en orientant l'attention vers un portefeuille Bitcoin et une date limite qui est passée sans transaction, car il n'y aurait jamais eu de transaction. Nancy Guthrie mérite la vérité. Ses enfants la méritent aussi. Savannah, Cameron, Annie, qui se sont présentés devant les caméras, ont supplié et ont refusé de renoncer à croire. Ils méritent de savoir ce que les preuves révèlent déjà. Et ces preuves, le sang, l'ADN, la généalogie, sont actuellement analysées sur 2 profils distincts. Les données des antennes relais, la trace numérique remontant à 8 mois, convergent vers une brèche. Quand elle s'ouvrira, ce sera brutal. Si vous avez la moindre information, appelez le Millwitson, appel FBI. Le numéro est indiqué dans la description. Chaque détail compte. Le détail qui mettra fin à cette affaire se trouve peut-être déjà dans la mémoire de quelqu'un lié à une nuit qu'il tente de comprendre depuis 4 semaines. Laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous nous suivez. Dites-nous ce que vous pensez qu'il s'est passé sur ce poche pendant ces 41 minutes. Cette communauté est en première ligne de cette enquête depuis le début.
Votre analyse est plus importante que vous ne le pensez. Abonnez-vous et activez les notifications. Car la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Nancy Guthrie sera révélée dans quelques semaines, voire quelques mois. Il ne manque qu'une correspondance généalogique, une confirmation de géolocalisation. Une personne impliquée décidera de rompre le silence. Ce moment approche. Et lorsqu'il arrivera, tout ce qui est présenté dans cette vidéo prendra sens autour d'un nom que les enquêteurs possèdent peut-être déjà. L'enlèvement n'a jamais existé. Ce qui a réellement eu lieu s'est déroulé en 41 minutes.